Monsieur Bailly, on vient de parler un peu des attentats à Nice. Vous, en tant que directeur du SAMU, étiez de garde cette nuit-là, la nuit du 14 juillet, et vous m'avez dit, heureusement, que ça s'est passé à Nice. Ça peut paraître un peu bizarre. Comment est-ce que vous expliquez cette phrase-là? Alors, le terme d'heureusement, il faut le comprendre comme l'existence de facteurs favorisants. Je m'explique. Sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il existe 3 trauma centers de niveau 1. Un se trouve à Nice, l'autre se trouve à Marseille et le troisième se trouve à l'hôpital militaire de Toulon. Le fait que cet événement se soit déroulé à Nice, siège du trauma center de niveau 1, a permis une prise en charge sans délai des patients, alors que s'il s'était produit dans une autre ville de notre département qui ne dispose pas de ce trauma center, cela aurait nécessité des transports secondaires ultérieurs entre des établissements de proximité, voire même des évacuations directes vers le trauma center, mais avec des délais d'acheminement beaucoup plus longs avant de pouvoir faire bénéficier aux patients d'une prise en charge chirurgicale. C'est-à-dire, effectivement, votre hôpital, l'hôpital universitaire, a pris en charge tous les patients de cet attentat. Alors, comme pratiquement tous les patients étaient des patients qui avaient été victimes de traumatismes sévères liés à la percussion par un véhicule à grande vitesse, c'était de la traumatologie lourde, avec des traumatismes crâniens, des traumatismes thoraciques, des traumatismes abdominaux, des traumatismes du bassin, des traumatismes des membres, des lésions souvent complexes, qui nécessitaient à la fois un bilan d'imagerie médicale le plus complet possible, avec quasiment tous les patients ont bénéficié d'un scanner dans la nuit même, pour permettre de prioriser les gestes chirurgicaux. Et comme nous sommes centre hospitalier de référence, nous avions sur place les radiologues qui pouvaient pratiquer ces examens et ces scanners. Combien de patients est-ce que vous avez traités cette nuit-là, les salles Alors, sur cet événement dramatique, il y a eu 86 décès in fine, et nous avons reçu sur le centre hospitalier, alors pas tous forcément dans la nuit même, puisque certains se sont présentés retardement le matin. Nous avons reçu à peu près 450 victimes. Tous n'ont pas été hospitalisés. On en a hospitalisé à peu près une centaine. Mais tous les autres qui n'ont pas été hospitalisés ont reçu des soins qui leur ont permis après de regagner leur domicile ou leur lieu d'hébergement, parce qu'on avait aussi beaucoup de ressortissants étrangers et de touristes qui n'étaient pas niçois. Revenons à la vie quotidienne du SAMU. En France comme en Allemagne, il y a une pénurie de médecins. On ne peut pas se permettre d'envoyer un SMUR à n'importe quelle intervention. Quels sont les moyens que vous envisagez pour réagir à cette situation? Est-ce qu'il y a une délégation médicale? Quelles sont les idées à Nice? Alors, disons que c'est pas propre à Nice, mais c'est plus une doctrine française. La doctrine française, au-delà de la délégation qui peut se faire pour éventuellement un certain nombre de gestes, c'est plutôt de dire que l'intérêt de la régulation médicale à la française, c'est d'apporter le juste soin aux patients. Donc nous insistons beaucoup sur la présence d'un médecin dans le centre de réception de l'appel, parce que c'est lui qui, par sa formation, par les questions qu'il va poser, va pouvoir déterminer la gravité de la situation et déterminer quel est le moyen le plus approprié. Il ne s'agit pas, comme vous le disiez, d'envoyer un SMUR sur tous les appels, même demain sur une douleur thoracique. Un praticien, des fois il peut être dans l'incertitude et le doute doit bénéficier au patient, mais quand il y a des éléments qui lui permettent d'éliminer une pathologie coronarienne, il peut répondre par d'autres moyens que l'envoi d'un SMUR. Donc la présence du médecin régulateur, nous, c'est ce qui nous permet de distribuer le plus juste soin possible aux patients. Ça peut aller du conseil à l'envoi d'une ambulance privée, à l'envoi d'un médecin libéral d'une type association, à l'envoi d'équipes secouristes type sapeur-pompier, voire à l'envoi d'une équipe médicale de type SMUR, qui ne nous dispense pas éventuellement de donner des conseils médicaux pendant l'envoi de cette équipe. D'accord. J'ai appris que il peut arriver que vous apportiez du sang aux patients. C'est réservé aux moyens aux hélicoptères. Alors, il n'y a pas d'exclusive. Pour nous, l'hélicoptère, on le considère comme un vecteur. D'accord. Comme un vecteur, et comme il y a le vecteur terrestre, il y a un vecteur héliporté. Donc, là encore, en fonction de la nature de la pathologie, par l'appel
Ça peut être l'appel de témoins, soit ça peut être l'appel d'un confrère éventuellement déjà sur les lieux. Si le tableau qui nous est décrit fait évoquer une situation hémorragique grave, alors je dis pas, c'est pas à chaque intervention, hein, il y a des interventions qu'on peut gérer sans apporter de concentré globulaire, mais sur un certain nombre d'interventions, nous sommes amenés à partir directement avec des concentrés globulaires à notre disposition. Nous avons un dépôt de sang sur notre centre hospitalier qui est à proximité immédiate, même physiquement, de notre zone de départ de SMUR. Donc dès qu'on a cette éventualité, on prévient le dépôt de sang qui nous prépare des poches au négatif et un des membres de l'équipe récupère la poche dans une glacière appropriée et on part directement comme ça. Après, ça nous arrive également, c'est des fois de l'amener dans un deuxième temps sur un bilan qui nous est passé. Alors là encore, on fait beaucoup d'informations à nos praticiens, de dire si tu demandes du sang, il faut le demander tout de suite dès que tu arrives. Tu demandes du sang, ne pas attendre une demi-heure pour demander du sang, qu'il faudra après le délai d'acheminement. Donc l'objectif, c'est de raccourcir les délais toujours le plus possible. Et ça s'est fait depuis quand à Nice? Ça fait quelques années. Lorsque nous étions sur l'hôpital précédent, c'était plus compliqué parce que nous n'avions pas un dépôt de sang qui était à proximité immédiate. Mais depuis que nous sommes, depuis 2015, sur le nouvel hôpital, l'hôpital Pasteur, nous avons un dépôt de sang à proximité et quand il y a besoin, nous n'hésitons pas à solliciter. Et en résumant vos expériences avec les pochettes de sang sur les lieux d'un accident, ça a vraiment sauvé des patients? Alors, réussir à démontrer que ça a sauvé des patients, c'est très difficile. Hein. En tout cas, pour un certain nombre, ça nous a permis de les amener vivants jusqu'à l'hôpital pour qu'il y ait une prise en charge ultérieure. Il n'y a pas que ça qui permet de le sauver. Mais par exemple, je pensais tout à l'heure, vous évoquiez la situation donc d'aller sur un accident. Ça nous est également arrivé d'aller avec du sang dans des établissements où des patients étaient déjà pris en charge. Par exemple, une femme qui fait une hémorragie de la délivrance après un accouchement, que l'on sait être avec un choc hémorragique majeur. Puisqu'on doit aller la chercher et la ramener vers un centre hospitalier parce qu'on va proposer peut-être une embolisation ou d'autres gestes chirurgicaux, on part directement avec le sang pour pouvoir faire bénéficier à la victime un support qui lui permet de revenir vivante et de profiter à ce moment-là des soins chirurgicaux.